Donc nous allons parler en réalité des suites de l'arrêt Achmea du 6 mars 2018, qui est donc cet arrêt de la Cour de justice par lequel la Cour de justice a souhaité mettre un terme à la possibilité d'engager des procédures d'arbitrage d'investissement, c'est-à-dire fondées sur des traités, entre investisseurs de l'Union européenne et États membres de l'Union européenne. Donc on ne va pas revenir sur l'arrêt Achmea, partant du principe qu'il est bien connu de tous. En revanche, nous allons évoquer des affaires récentes, et plus exactement au moins 4 affaires, qui sont l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 septembre 2021, République de Moldavie contre Comstroy LLC, qui est l'affaire C741-19. L'arrêt de la Cour de justice du 26 octobre 2021, République de Pologne contre PL Holding, qui est l'affaire C109-20. Et l'arrêt, toujours de la Cour de justice, du 25 janvier 2022, Commission européenne contre European Food, qui est l'affaire C638-19P. Et enfin, s'il nous reste un peu de temps, nous évoquerons peut-être plus brièvement un arrêt de la Cour d'appel de Paris, cette fois-ci, de la Chambre internationale de la Cour d'appel de Paris, du 22 avril 2022, qui concernait également la Pologne contre une société slot. Alors, les différents points, les différentes questions que nous avons souhaité aborder dans le cadre de cette conférence sont au nombre de 4. Elles ont toutes évidemment un lien avec la décision Achmea. La première question que nous allons aborder, c'est l'extension de la décision Achmea aux arbitrages fondés sur le traité relatif à la charte de l'énergie. Puis ensuite, l'extension de la décision Achmea aux arbitrages contractuels, ou en tout cas à certains arbitrages contractuels. Puis l'extension de la décision Achmea à la question des aides d'État. Et enfin, les conséquences de la décision Achmea devant les juridictions françaises. Voilà les quatre questions que nous avons souhaité aborder. Alors commençons par la première d'entre elles, qui est donc relative à l'extension de la décision Achmea aux arbitrages fondés sur le traité relatif à la charte de l'énergie. Et bien évidemment ici, l'arrêt auquel nous avons disserté, c'est l'arrêt Comstroy, République de Moldavie contre Comstroy, du 2 septembre 2021. Alors, peut-être pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas une connaissance précise de cette décision, je vais, avant de laisser la parole à mon collègue Guy Nouvel, dire quelques mots sur les faits de cette affaire, parce que ce n'est pas inutile de les avoir en tête pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Il s'agissait de contrats de fourniture d'électricité qui avaient été conclus en 1999 entre une société de droit ukrainien, la société Energoalliance, laquelle s'engageait à fournir de l'électricité à la société, une autre société ukrainienne, la société Ukrenergo, laquelle s'engageait à distribuer cette électricité à une entreprise publique moldave, qui est l'équivalent, disons, d'EDF en Moldavie, Moldance Electro. Donc c'est la société publique qui est en charge de l'exploitation du réseau électrique en Moldavie. Par ailleurs, il y avait un autre contrat au terme duquel Energoalliance s'engageait en réalité, c'est un montage un peu complexe, au terme duquel le paiement de cette fourniture d'électricité devait passer par une entreprise immatriculée aux îles Vierges britanniques, la société Derimen, laquelle donc devait percevoir le montant du paiement et puis le reverser à Energoalliance. Alors, ce montage, qui était donc constitué de 2 contrats assez complexes et tripartites à chaque fois, n'a pas prospéré, puisque assez rapidement, des factures sont demeurées impayées.
par l'entreprise publique moldave. Et la société d'Erimen, donc la société localisée dans les îles Vierges britanniques, a décidé de céder sa créance de facture d'électricité à la société ukrainienne Energoliance, donc de céder sa créance contre l'entreprise publique moldave. Et à la suite de cela, la société ukrainienne Energoliance a décidé d'introduire à l'encontre de la République de Moldavie une procédure d'arbitrage ad hoc soumise au règlement de la CNUTSI et sur le fondement du traité relatif à la charte de l'énergie, et plus exactement l'article 26, paragraphe 4 de ce traité. Il y a une sentence qui a été prononcée par un tribunal arbitral, et la majorité de ce tribunal, il y a, peut dire, une particularité, c'est assez peu fréquent, on va dire, je ne connais pas d'autres exemples. Dans cette affaire, le président du tribunal arbitral a émis une opinion dissidente, ce qui est quand même assez rare, pour ne pas dire inédit. Quoi qu'il en soit, la majorité du tribunal arbitral a estimé que la République de Moldavie avait méconnu ses engagements internationaux au titre du traité sur la charte de l'énergie, et la Moldavie a été condamnée au paiement de plus de 500 millions d'euros de dommages intérêts. Par la suite, cette sentence qui avait été rendue à Paris, cette sentence a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris. Alors ce n'était plus la société Energoliance, c'était la société Comstroy qui est venue au droit de la société Energoliance. C'est pour ça que l'arrêt que nous commentons aujourd'hui s'appelle l'arrêt Comstroy. Et dans ce cadre, la Cour d'appel de Paris, par une première décision du 12 avril 2016, a annulé la sentence en estimant que, en réalité, il n'y avait pas dans cette affaire un investissement protégé par le traité sur la charte de l'énergie. La conséquence de cela, c'est que la Cour d'appel de Paris a considéré que le tribunal arbitral n'était pas compétent, rationné matériel, pour rendre sa décision. Par la suite, la Cour de cassation française a censuré cet arrêt d'appel, estimant pour sa part que les critères de l'investissement dans le traité sur la charte de l'énergie ne constituent pas une liste exhaustive et que, en réalité, ou non limitative, et donc en fait, un actif tel que celui qui était en jeu, c'est-à-dire ces factures, ces créances relatives à la fourniture d'électricité, ces actifs pouvaient, c'est un peu ce que la Cour de cassation sous-entend, être considérés comme des investissements protégés par le traité. L'affaire est revenue devant la Cour d'appel de Paris différemment composée, au titre de Cour d'appel de renvoi. Et là aussi, il y a eu une particularité dans cette affaire, c'est que la Cour d'appel de Paris ne s'est pas pliée à la décision de la Cour de cassation. Elle a sursis à statuer, elle a soumis la question à la Cour de justice. Et la Cour de justice a donc rendu cette décision, qui fait date tout de même dans l'arbitrage d'investissement, en tout cas sur le fondement de la charte de l'énergie, puisque, à l'occasion de cette décision, la Cour de justice s'est prononcée sur la notion d'investissement au sens du traité, mais surtout, elle a pris l'initiative, par en fait une forme d'obiter dictum, de se prononcer sur une question qui était restée en suspens à la suite de l'arrêt Achmea, à savoir la possibilité d'introduire un arbitrage intra-européen sur le fondement du traité relatif à la charte de l'énergie. Et la Cour de justice a estimé que ce n'était pas possible et qu'en réalité, depuis cette décision, il n'est plus possible, en tout cas pour la Cour de justice, d'introduire ce type d'arbitrage entre États membres. Même si, dans cette affaire, il faut quand même de relever qu'elle ne concernait pas un investisseur européen contre un État membre. Elle concernait un investisseur ukrainien en Moldavie, c'est-à-dire que toute l'affaire, en quelque sorte, mis à part le siège du tribunal arbitral, était située en dehors de l'Union européenne. Et puis, dernier élément de contexte, il faut savoir qu'il y a eu un accord à la suite de l'arrêt Achmea, un accord interétatique entre la plupart des États membres de l'Union européenne, qui est l'accord du 5 mai 2020, qui a mis un terme à tous les traités bilatéraux de protection des investissements, presque tous, entre États membres. Sauf que cet accord, dans l'un de ses considérants, n'entendait pas couvrir la question du traité sur la charte de l'énergie. Donc ça avait été laissé de côté, et donc la Cour de justice, pour sa part, s'est emparée de la question pour mettre un terme à ces
procédure. Voilà, donc nous voudrions commencer ce débat, après ces quelques éléments de contexte, sur cette question, enfin sur ces différentes questions. Il y a deux questions à mon sens, mais tu m'arrêteras ici si tu as un avis différent. Peut-être peut-on commencer par la question la plus centrale, c'est-à-dire l'arbitrage intra-européen fondé sur le TCE, et puis éventuellement après, nous évoquerons la notion d'investissement au sens du traité. Oui. Merci d'abord, merci aux organisateurs, merci à toi Mathias de partager ce moment avec moi de réflexion autour de ces décisions. Alors je le redis rapidement, mais Achmea, vous savez ce que c'est, hein, c'est l'idée de dire ces systèmes d'arbitrage contenus dans ces fameux TVI intra-européens sont contraires à l'autonomie du droit européen, donc il y a, au sens d'Achmea, une inapplicabilité de ces clauses d'arbitrage. Alors, sur les deux questions, on va y revenir, mais peut-être juste une évocation, parce que tu l'as dit, et ça me paraît intéressant, c'est quel est le statut de cet arrêt en interprétation préjudicielle, puisqu'il est appelé maintenant à revenir devant le juge français, et vous avez compris disons le tour un peu qu'a joué la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire qu'elle était censée se soumettre à la Cour de cassation, et en fait elle est passée par le juge européen, pour Luxembourg, pour revenir avec sa thèse, puisque finalement le juge européen donne raison à l'arrêt cassé initialement. Bon. Alors la question qu'on peut se poser, peut-être pour débuter, c'est éventuellement de dire quel sera l'avenir de cette affaire. A priori, en première approche, on peut se dire bon, ben, il n'y a pas de raison, il y a une obligation de coopération loyale, la Cour d'appel de Paris, elle est appelée à se plier à l'interprétation donnée. Sauf que, le professeur Audy l'a signalé, c'est un différend qui intéresse un investisseur d'un État tiers avec un État tiers. Et donc, dont la Cour elle-même dit au paragraphe 28, au point 28 de son arrêt, que ça ne relève pas du droit de l'Union. Et la question peut-être qui pourra se poser, qui à mon sens mérite d'être réflexion, c'est est-ce qu'un arrêt donné... Alors pourquoi la Cour s'est reconnue compétente? Elle a dit, en fait, elle a tenu le raisonnement suivant. C'est pas du droit de l'Union. Ça ne relève pas du droit de l'Union. Mais néanmoins, nous pouvons interpréter. Pourquoi? Parce que dans le fameux traité sur la charte de l'énergie, le traité dont on parle, multilatéral, il y a un acte de l'Union. L'Union y est partie et ses États membres. Donc, cette partie-là relève du droit de l'Union. Et pour qu'il n'y ait pas d'incohérence demain entre l'interprétation que le juge national donnera du droit de l'Union, du TCE en tant qu'acte de l'Union, et du TCE de manière générale, nous avons compétence pour vous dire quel est le sens des termes du traité. Donc en clair, c'est pour éviter une éventuelle incohérence d'interprétation demain que le juge s'est reconnu, enfin que le juge de Luxembourg s'est reconnu compétent. Alors je ne reviens pas sur la compétence, mais sur l'autorité de l'arrêt, parce que c'est la question qui peut-être agitera en tout cas demain les juridictions françaises. Est-ce qu'on peut admettre que cet arrêt en interprétation n'oblige pas la Cour d'appel de Paris? De mon point de vue, c'est assez discutable et je pense qu'il y a des bons arguments à trouver en la matière, tout simplement parce que, en l'espèce, ce n'est pas du droit de l'Union que la Cour a interprété. C'est le TCE dans des relations de droit international. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'au fond, la recherche, le fondement d'éviter une incohérence, cette incohérence, elle existe déjà. Si je prends... l'idée est la suivante, c'est-à-dire, on a un traité multilatéral. Est-ce qu'un même juge national peut interpréter ce traité de façon distincte, suivant les parties qui sont en cause? Autrement dit, à différents qui relèvent du droit de l'Union, donc c'est deux hypothèses, le différent qui relève du droit de l'Union, un différent qui oppose un État membre à un investisseur d'un État membre, ça c'est le cœur du
différent du droit de l'Union, et aussi, la Cour ajoute au point 31, un différend opposant un opérateur d'un État tiers et un État membre. Donc dans ces deux configurations-là, on a du droit de l'Union. Okay. Bon, ce qu'on sait, et ça nous emmène d'ailleurs sur le point que tu voulais aborder, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà une variation d'interprétation. Pourquoi? Parce que la clause d'arbitrage du TCE, on l'interprète différemment suivant que sont en cause différentes parties. Si c'est un litige intra-européen, la Cour nous dit que ça n'est pas applicable. Et d'ailleurs, même, elle ira plus loin dans PL Holding, l'autre décision, elle va dire c'est même nul cette clause d'arbitrage. Donc, ça, c'est l'interprétation qui prévaut du point de vue du droit de l'Union. Mais pour le même traité, on voit bien qu'il y a une interprétation divergente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette nullité de la clause, ni cette inapplicabilité qui s'impose quand sont en cause des rapports entre États tiers. Donc, le principe même d'une divergence d'interprétation, il est acceptable, à mon sens, en partant de l'idée suivante. Dans le TCE, il existe une part qui relève du droit de l'Union et une part qui relève du droit international. Et par conséquent, la Cour d'appel de Paris, ou éventuellement la Cour de cassation, pourra dire, bon, vous m'avez informé sur le sens que doit recevoir ce terme pour éviter une éventuelle incohérence, mais j'estime que cette disposition, en l'espèce, relève du droit international et j'applique les principes du droit international en matière d'interprétation. De ce point de vue-là, il est assez singulier que dans l'arrêt Comstroy, la notion absente, c'est celle de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Or, vous savez qu'il existe des articles qui organisent le travail d'interprétation. Le juge national, lui, au contraire, se réfère traditionnellement, pour interpréter ces fameux TBI, ou la Charte de l'énergie, à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Donc on pourrait soutenir, mais c'est peut-être un peu aventureux, et on sent que on va parler peut-être de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris récent en matière d'annulation, qu'il y a peut-être une place encore pour sauvegarder cette sentence et faire prévaloir la position de la Cour de cassation. C'est d'opérer une disjonction entre l'ordre juridique européen, défini par un avocat général comme un ordre juridique interne à dimension transnationale. Donc on a le sens du mot investissement dans cet ordre. Le juge français, il lui est loisible encore de dire le sens en droit international est différent du droit interne. Alors, je salue cette volonté louable de sauver le droit international public, mais je ne suis pas certain d'y souscrire en revanche. Pour deux raisons. La première, c'est que dans cet arrêt, il y a deux aspects. Dans l'arrêt de la Cour de justice, il y a effectivement l'aspect arbitrage intra-européen, qui n'était pas du tout concerné par cette affaire. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi pour considérer que cet obiter dictum, il ne peut pas, en tout cas, il y a des doutes qu'il puisse s'appliquer dans cette affaire, dans la mesure où, ici, il s'agissait d'un arbitrage extra-européen entre un investisseur extra-européen, un État tiers et un État tiers. Donc, effectivement, l'obiter dictum, lui, ne s'applique pas, enfin, on pourrait considérer qu'il ne s'applique pas, et là, je serais plutôt d'accord avec toi, d'autant que, quand même, le cœur de cette décision, c'est ce qui a été décidé par l'arrêt Achmea, à savoir que si l'on conteste ces arbitrages, c'est parce que les tribunaux arbitraux sont susceptibles d'appliquer le droit européen. Or, dans le cas d'un arbitrage entre un investisseur ukrainien et l'État moldave, bien évidemment, à aucun moment le droit européen n'est susceptible d'être mis en œuvre. Donc c'est vrai que la ratio decidendi de l'arrêt Achmea ne fonctionne pas dans cette hypothèse, et donc, de ce point de vue, je pourrais éventuellement être d'accord avec toi. Mais il y a un autre aspect de l'arrêt qui est plus mineur, mais qui ne sera moins
devant la Cour d'appel de Paris, devant la juridiction de renvoi, c'est la notion d'investissement au sens du traité. Et s'agissant de la notion d'investissement au sens du traité, la Cour de justice indique également qu'elle estime que cette créance, qui est une simple créance contractuelle en fait, n'est pas un investissement. Et finalement, elle a la volonté manifeste d'imposer cette solution à un arbitrage extra-européen. Donc sur ce point, à mon avis, les juridictions françaises vont être contraintes de souscrire à cette position qui était celle de la Cour d'appel de Paris, qui n'était pas celle de la Cour de cassation. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, sur l'interprétation du terme investissement, disons, il y a un principe qui est appliqué assez systématiquement pour ce type d'arbitrage par les juridictions françaises, c'est le principe ubilex non distinguit, c'est-à-dire là où le texte ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. Et c'est ça le motif de cassation de l'arrêt initialement. C'est-à-dire, vous me dites qu'il faut un apport, moi je vois dans la définition du TCE seulement un avoir, et ça c'est un actif, oui, il faut pas nécessairement un apport, il faut juste un actif, pardon. Mais ça, ce principe d'interprétation, c'est l'article 31, c'est-à-dire c'est le sens ordinaire. Évidemment, c'est un principe qu'on applique aussi en droit du travail, je crois, français, mais vous trouvez ça dans la Cour permanente de justice internationale. Vous avez une célèbre affaire sur un avis de l'OIT, c'est le travail de femmes des nuits, et on dit, bon ben voilà, on a le mot femme, ça couvre les ouvrières, mais aussi le personnel d'encadrement. Même chose, là, récemment, vous avez des acteurs d'infractions, enfin d'actes terroristes, et la Cour internationale dit, bah, moi je vois acteurs, je ne me préoccupe pas s'il s'agit d'agents privés ou d'agents publics. Donc ce principe d'interprétation, il est fondamental dans la jurisprudence française. Ce que fait l'arrêt Comstroy, c'est qu'il porte atteinte à ce fondement. C'est-à-dire que toute la jurisprudence française est appuyée sur ce principe. En matière de, voilà, c'est pas non plus une jurisprudence hyper développée, mais quand on regarde, par exemple, la définition d'investisseur privé ou public, ça repose sur ce principe d'interprétation. Il y a eu des annulations par la Cour de cassation sur cette base. Même chose pour le binational. C'est un investisseur, on s'occupe peu qu'il soit seulement national d'un parti ou d'une des parties ou binational. Le texte dit investisseur d'une des parties contractantes. Pour la Cour d'appel, pour l'heure, c'est suffisant. Et donc, ce principe, comme il irrigue le droit français, je crois quand même que l'affaire l'arrêt risque d'entrer en contradiction avec une jurisprudence très élaborée. Ça, ce sera très intéressant d'observer quelle sera la position de la Cour de cassation, parce qu'on lui demande d'appliquer un principe d'interprétation du droit, de ne pas appliquer un principe d'interprétation du droit international dont elle a l'usage assez systématique à une affaire qui relève du droit international et pas du droit de l'Union. Donc je ne sais pas sur cette question d'investissement s'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas en tension. Je pense que effectivement la position, en fait, en vérité, je trouve la position de la Cour de Luxembourg, c'était un peu de dire, si demain vous devez interpréter le terme investissement, voilà comment vous devrez l'interpréter quand il sera dans le cadre du droit de l'Union. Et pour éviter toute incohérence, je vous le dis à cette occasion. Mais, encore une fois, je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'incompatibilité parce qu'on est d'un côté dans le droit de l'Union et de l'autre dans le droit international. Ça voudrait dire que de toute façon, la notion d'investissement, là où je ne suis pas peut-être d'accord avec toi, c'est que la Cour de justice n'avait pas à se prononcer sur la notion d'investissement si elle n'entendait pas que cette notion d'investissement soit appliquée dans cette affaire. Je ne vois pas la logique qui aurait été la sienne de se prononcer sur la notion d'investissement au sens du TCE si finalement dans son idée cette notion d'investissement n'aurait dû s'appliquer que dans les arbitrages intra-européens puisque précisément elle met un terme à ces arbitrages. Non, sa position est un peu hégémonique. Ah oui, d'accord. Sa position est un peu hégémonique. Elle vise à inclure quelque chose qui n'est pas de son ressort. Mais je crois qu'en revanche, il faut distinguer. Oui, j'ai le pouvoir de dire et l'autorité de l'arrêt. Et à mon sens,
il n'y a d'autorité de l'arrêt, d'obligation de coopération loyale, que pour un acte de droit de l'Union, pas pour un acte de droit international. Et donc, il y a encore cette marge d'appréciation qui est disponible pour les juridictions internes. On verra si elles le mettent à profit. C'est évidemment un peu problématique, on voit la tension, mais à mon sens, il y a peut-être un espace de discussion. Je propose qu'on passe au point suivant, qui est donc un autre développement, mais toujours évidemment dans les suites de l'arrêt Achmea et de l'arrêt Comstroy. C'est donc l'extension de la décision Achmea aux arbitrages contractuels, ou plutôt à certains arbitrages contractuels. Et là, c'est l'arrêt PL Holding que j'évoquais tout à l'heure. Alors, là aussi, quelques mots introductifs sur cette affaire. Il s'agissait d'un fonds d'investissement luxembourgeois, PL Holding, qui avait investi dans des banques polonaises. Je laisse de côté un certain nombre de détails, mais disons que la commission de surveillance financière de Pologne, donc l'autorité de régulation bancaire, a décidé de suspendre les droits du fonds dans ces banques polonaises et a même ordonné la vente forcée de l'ensemble des titres. Et à l'aune de cette décision de l'autorité de régulation, eh bien, PL Holding a engagé en 2014 une procédure d'arbitrage sous l'égide cette fois-ci de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm, et sur le fondement du traité de protection des investissements conclu entre la Pologne d'un côté, le Luxembourg et la Belgique d'autre part. Donc là, on est revenu en quelque sorte, on laissait de côté la charte de l'énergie, on est revenu dans un cadre qui est celui d'un TDI intra-européen. Alors on aurait pu penser que, s'agissant d'un TDI intra-européen, du fait de l'arrêt Achmea, la solution, en quelque sorte, la messe, si je puis m'exprimer ainsi, était dite. Sauf qu'il s'est passé un petit événement procédural dans cette affaire qui a eu des conséquences, à savoir que la Pologne, dans le cadre de la procédure arbitrale, n'a pas immédiatement soulevé un moyen d'incompétence fondé sur la décision Achmea devant le tribunal arbitral. Elle l'a fait tardivement, en fait. Et cet événement procédural, ce petit événement procédural, a été interprété comme ayant en fait donné naissance à un nouveau fondement à la procédure arbitrale. Alors, ceci repose sur le droit suédois de l'arbitrage, sur la loi suédoise relative à l'arbitrage, qui paraît sous-entendre qu'il est possible en quelque sorte de substituer au fondement d'origine, c'est-à-dire le traité bilatéral de protection des investissements, une convention d'arbitrage. C'est-à-dire qu'en somme, la Pologne aurait accepté conventionnellement, contractuellement en fait, la compétence du tribunal arbitral. Et donc là, évidemment, on change de paradigme. Ce n'est plus une sentence arbitrale ou une procédure arbitrale qui est fondée sur un TBI intra-européen, lequel s'exposerait aux foudres de la Achmea, mais qui est fondée sur une convention d'arbitrage ad hoc qui aurait été conclue implicitement peut-être par les parties au litige. Alors l'affaire est allée d'abord devant différentes cours suédoises, devant la Cour suprême suédoise et enfin devant la Cour de justice. Et donc la Cour de justice a été saisie de la question de savoir si finalement la solution Achmea doit s'étendre à ces arbitrages qui ont un fondement, qui sont des arbitrages d'investissement, mais qui ont un fondement contractuel et non plus un fondement conventionnel au sens de traité. La décision qui a été retenue par la Cour de justice, c'est d'étendre la solution Achmea à ce type d'arbitrage. Elle circonscrit quand même très nettement la solution à ce type d'arbitrage, c'est-à-dire l'hypothèse quand même assez marginale où un État aurait accepté une convention d'arbitrage, un contrat entre guillemets d'arbitrage, qui reprendrait les termes d'une offre d'arbitrage figurant dans un traité. Dans cette hypothèse-là, eh bien, la solution Achmea serait étendue. Et alors là, la question qui se pose, mais peut-être que tu vois les choses différemment, mais une des questions, à mon avis, centrales qui se pose, c'est finalement, tout de même, avec cette solution, la Cour de justice, en quelque sorte, a franchi un pas en prononçant la nullité d'une convention d'arbitrage qui n'est pas la nullité de l'arrêt Achmea, c'est-à-dire la nullité reposant sur ces offres, enfin, relatives à ces offres publiques d'arbitrage figurant dans les traités. Et ce faisant, il y a quand même une porte qui s'ouvre,
c'est l'extension de la solution ACMEA à l'arbitrage, disons, contractuel plus généralement, peut-être même à l'arbitrage commercial. C'est tout, à mon avis, la question que pose cette table. Oui, alors, c'est ce vocabulaire, disons, d'arbitrage commercial qui peut-être mérite d'être précisé. Si on revient à l'arrêt ACMEA, dans le paragraphe 55, il y avait cette formule assez malheureuse de la Cour qui disait, qui distinguait l'arbitrage commercial de l'arbitrage investissement. Et la Cour dit, donc, s'agissant de l'arbitrage commercial, je cite, il trouve son origine dans l'autonomie de la volonté des parties en cause, alors que l'arbitrage investissement résulte d'un traité. Et donc, il y a eu beaucoup de critiques sur cette formule, et en fait, on l'a comprise au fur et à mesure, elle est d'ailleurs élucidée expressément, la Cour est revenue pour clarifier. L'arbitrage investissement au sens de la Cour, alors que ça ne se limite pas à ça, mais c'est un traité dans lequel vous avez une offre d'arbitrage, donc chaque État offre l'arbitrage à l'investisseur de l'autre partie. Mais cette offre doit être acceptée, et c'est cette acceptation qui vaut convention d'arbitrage. Donc la convention d'arbitrage, elle est transnationale, elle est toujours mixte, elle est entre la personne privée et l'État. Et effectivement, donc ça, c'est le système, la distinction majeure. Donc on connaît la solution en matière commerciale, il y a un contrôle, s'il y a la possibilité d'un contrôle approfondi sur les questions fondamentales, il n'y a pas de problème, il y a une conformité au droit de l'Union. Donc la question ici, c'est qu'on voit apparaître une figure qui est un peu différente, qui est entre le traité et le contrat. Alors tu as dit un contrat, mais c'est presque un contrat procédural finalement, c'est-à-dire c'est un accord procédural, c'est-à-dire vous n'élevez pas l'incompétence, donc vous acceptez la compétence, finalement c'est l'investisseur qui vous a fait une offre, mais sauf et quand même la Cour prend soin de penser toujours cette figure un peu bizarre, un peu étrange de ce qu'on pourrait appeler là, cette convention procédurale, cette convention ad hoc, en rapport avec le traité. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on ne tombe pas, parce que évidemment, l'élément un peu de panique, c'est se dire jusqu'où va aller la Cour. Est-ce que demain, si je viens avec une clause dans un contrat d'investissement, et pas dans un contrat commercial, dans un contrat d'investissement, c'est-à-dire un investissement qui a un support purement contractuel, sans traité, est-ce que PL Holding pourrait s'appliquer? Je pense que la question se posera à un moment ou à un autre. Là, disons, ça entrouvre une porte, mais qui quand même seulement entrebâillée, parce qu'on aperçoit toujours le traité. Et on nous dit, finalement, dans cette affaire, l'État a accepté sur la base, enfin accepté, oui, puisqu'on prend l'hypothèse d'une convention, et on dit, il a accepté sur la base de l'offre qui était contenue dans le traité. Donc il y a toujours un rapport avec le traité. On n'est pas encore sorti de ce traité. Et donc je pense quand même que la Cour a pris soin de limiter la portée de cette décision à un cas de figure un peu particulier, mais qui permet une précision qui moi, me paraît intéressante, c'est l'affirmation de la nullité de la clause de l'offre d'arbitrage, de la clause comprise dans le traité. Et ça, je trouve que techniquement, c'est très problématique. Parce qu'on peut comprendre la position du juge européen disant c'est inapplicable, cette clause, c'est contraire à mon droit, mais dire d'une clause d'un traité qu'elle est nulle, pour contrariété au droit européen, pour un internationaliste, si vous voulez, la nullité d'un traité, c'est le jus cogens, c'est la norme impérative contre laquelle on ne peut pas se heurter. Donc, en vérité, il y a émergence et d'une sorte d'ordre public européen à travers cette affirmation de nullité, dont il faudra voir si elle est, disons, je pense que chaque mot a été pesé, mais enfin, si elle est maintenue, si elle est affirmée avec autant de force, parce que autant la figure de l'inapplicabilité se comprenait mieux, celle de la nullité, qui d'ailleurs a été retenue par des juges nationaux, les juges suédois, etc., enfin, tous ont été dans ce sens-là, mais sans distinguer aussi nettement
la nullité de la convention d'arbitrage, qu'on pourrait encore admettre, en disant la convention d'arbitrage mixte, hein, en disant bon, ben, l'offre était inapplicable, donc la convention conclue sur la base de cette est nulle, mais là, la Cour vise précisément la clause d'arbitrage. Donc d'une certaine façon, elle est prudente, mais à mon sens, elle va plus loin dans l'affirmation des conséquences d'Acmea sur ses effets. Oui, alors je suis d'accord avec toi, c'est cette position de la Cour qui consiste finalement à estimer que sur le fondement du droit européen, un traité comporte une clause nulle, finalement c'est ça sa position, donc un droit international public comporte une clause nulle, c'est vrai que c'est très troublant. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais sur un autre aspect, c'est vrai que tu as évoqué, qui est donc cette question de cette convention. Alors c'est vrai que, comme tu le disais, la convention ici, dans la convention de l'accord de volonté, c'est une sorte d'accord miroir, quoi, qui reprenait les dispositions du TBI. Et c'est vrai aussi que dès l'arrêt Acmea, la Cour de justice avait pris grand soin, au point 55, d'écarter l'arbitrage commercial de ses foudres, et que c'est repris dans l'affaire Comstroy au point 58, dans l'affaire PL Holding au point 59, et puis dans l'affaire European Food, qu'on verra tout à l'heure, au point 144. Donc c'est systématiquement que la Cour laisse de côté l'arbitrage commercial. Bien. Alors, je voudrais faire deux observations à cet égard. Tout d'abord, la première, c'est sur effectivement l'arbitrage contractuel, qui n'est peut-être pas commercial, mais qui est un arbitrage contractuel avec les États, ou transnational, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que la solution est susceptible d'être étendue à ce type de contrats, des contrats par exemple d'exploitation de ressources minières entre un investisseur européen et un État européen? S'il y a une clause d'arbitrage, est-ce qu'elle sera nulle de la même façon? J'ai le sentiment que ce n'est pas la position de la Cour de justice, mais enfin, l'avenir le dira. Et puis sur l'arbitrage commercial proprement dit, et là je voudrais faire une petite incise, qui est que certes l'arbitrage commercial est laissé de côté systématiquement par la Cour, mais il y a dans l'arrêt, alors pas dans l'arrêt PL Holding, mais dans l'arrêt Comstroy, un point 58, que je vous engage à examiner parce qu'il est assez troublant. Dans ce point 58, la Cour de justice indique expressément que l'arbitrage commercial est donc laissé de côté, mais elle ajoute une incise qui est pourvu que les dispositions fondamentales du droit de l'Union puissent être examinées dans le cadre de ce contrôle, donc le contrôle des sentences commerciales, et le cas échéant, faire l'objet d'un renvoi préjudiciel devant la Cour. Et à mon avis, ce petit obiter dictum ici, il est susceptible d'avoir une incidence sur le contrôle des sentences commerciales, purement commerciales, y compris des sentences qui ne concernent pas des États, devant les juges nationaux, et y compris évidemment devant le juge français. On a le sentiment qu'ici, la Cour a voulu envoyer en quelque sorte un signal indiquant que aux juges nationaux, lorsque vous contrôlez des sentences et qu'il y a des questions de droit européen, eh bien, il faut vraiment opérer ce contrôle. Alors, c'est vrai que l'arrêt Thalès de la Cour d'appel de Paris est maintenant peut-être une jurisprudence qui n'est plus nécessairement à l'ordre du jour, mais la possibilité de laisser de côté une méconnaissance du droit européen, par exemple en matière d'entente ou ce type de dispositions de droit de la concurrence, si elles sont considérées comme fondamentales, ça pourrait éventuellement donner lieu, dans l'avenir, à une décision de la Cour de justice. Donc il y a là, ce que je veux dire par là, c'est que ces arrêts, et notamment l'arrêt Comstroy, tout de même apportent aussi des éléments de réflexion et éventuellement d'évolution future, y compris sur l'arbitrage commercial. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette seconde décision, l'arrêt PL Holding, qui est une petite incursion à nouveau vers l'arrêt Comstroy. Et nous allons maintenant évoquer un troisième point, qui est l'extension de la décision Acmea aux aides d'État. Alors ça, c'est donc l'arrêt le plus récent, enfin l'arrêt de la Cour de justice le plus récent, c'est l'arrêt Commission contre European Food. Alors c'est un arrêt qui est, je pourrais dire, assez troublant aussi, qui est relatif à une affaire très connue, parce qu'elle a donné lieu à énormément de décisions, y compris des décisions précédentes de la Cour de justice. C'est au sens large l'affaire Mikula. C'est-à-dire que ce sont ces deux frères de nationalité suédoise qui ont créé des sociétés en Roumanie et qui ont bénéficié d'avantages fiscaux
tout ça avant 2007. 2007, c'est l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. Et dans la perspective de cette entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, la Roumanie avait mis un terme à ses avantages fiscaux en 2005. Et donc ils ont engagé une procédure arbitrale qui a donné lieu à une sentence en 2013 qui a condamné la Roumanie. La Commission a considéré que l'exécution de cette sentence de 2013 constituait une aide d'État, prohibée donc par l'article 107 du TFUE. La conséquence, c'est que, a priori, donc, la Roumanie ne peut pas exécuter financièrement cette sentence, l'honorer, sans se mettre en contradiction avec les traités européens. Alors il y a plusieurs, au moins à mon sens, deux difficultés dans cette affaire. Tout d'abord, il y a une question de compétence rationnée temporis, parce que le fait générateur de la responsabilité de l'État roumain dans cette affaire, il remonte à 2005. C'est le moment où la Roumanie a décidé de mettre un terme à ce bénéfice fiscal dans sa législation. C'est-à-dire à un moment où la Roumanie n'était pas encore membre de l'Union européenne et donc n'était pas soumise à l'article 107 du TFUE qui interdit les aides d'État. Donc si l'on envisageait les choses uniquement du point de vue du fait générateur de responsabilité, eh bien, en un sens, on était en dehors du spectre des traités européens. Ce point de vue avait été retenu par le tribunal de l'Union européenne en première instance. Il n'a pas été retenu par la Cour de justice qui a considéré que l'aide d'État était incarnée non pas par le fait générateur de responsabilité, c'est-à-dire l'abrogation de ce régime fiscal, mais par la sentence arbitrale elle-même. Donc c'est à mon sens la première fois qu'il est jugé qu'une sentence arbitrale constitue une aide d'État, que l'exécution d'une sentence arbitrale constitue une aide d'État. Alors effectivement, lorsqu'on concentre en quelque sorte son regard sur la sentence arbitrale, elle est de 2013, et donc elle est postérieure à l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, et donc potentiellement, effectivement, elle est exposée à la prohibition des aides d'État qui résulte de l'article 107 du TFUE. Alors, ce point de vue de la Cour de justice, je pense qu'il pose même un problème, alors j'ai envie de dire de méconnaissance, mais est-ce que c'est une méconnaissance volontaire ou involontaire? Il y a sans doute un débat. De ce que constitue l'arbitrage d'investissement. À savoir que cette sentence n'est pas une génération spontanée. Cette sentence arbitrale de 2013, elle juge un fait générateur de responsabilité qui est de 2005. Et donc elle en tire les conséquences. Et donc même du point de vue très généralement du droit de la responsabilité, je trouve la position assez discutable, dans la mesure où la sentence ne fait que reconnaître juridictionnellement une responsabilité qui date de 2005. Et donc, si on raisonnait de la sorte, évidemment, on ne pouvait pas considérer qu'il y avait une aide d'État prohibée. Donc ça, c'est une première observation que l'on peut faire, à mon sens, s'agissant de la deuxième. Et si on se met dans la logique, dans le couloir de nage, en somme, de la Cour de justice, qui est de considérer que c'est la sentence, l'exécution de la sentence qui constitue l'aide d'État, et donc on est en 2013, on est après l'entrée de la Roumanie, l'entrée effective de la Roumanie dans l'Union européenne, la question se pose de savoir comment est-ce qu'on peut imputer cette aide à l'État. Comment peut-on considérer que l'exécution d'une sentence, ici, constitue une aide d'État qui est imputable à la Roumanie, dans la mesure où, en fait, cette sentence, elle est le fruit d'obligations internationales et d'obligations de droit international public. Elle est le fruit du TBI entre la Suède et la Roumanie. Elle est le fruit de la Convention de Washington qui a créé le CIRDI, donc elle est en quelque sorte encadrée par des obligations de droit international public. Et donc finalement, cette décision, elle en revient à considérer que une exécution de sentence qui est la conséquence de l'exécution d'obligations de droit international public est constitutive au sens du droit européen d'une aide d'État prohibée. Ce sont des points à méditer. Oui, non, je suis... oui, peut-être juste Mikula peut-être
est intéressant aussi dans la mesure où il vient parfaire la panoplie. Bon, vous avez compris qu'il y a une hostilité de principe à l'arbitrage d'investissement. Et là, je crois ce qu'on voit possible de rattraper, c'est l'arbitrage CIRDI. Parce que pour l'heure, si vous faites le choix d'un arbitrage CIRDI, que vous mettez votre siège en face de la Cour de justice de Luxembourg, sur le boulevard Konrad Adenauer, eh bien, vous échappez à la censure, à tout Achmea, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de juge d'annulation, c'est le comité ad hoc qui statue. Donc là, si vous êtes dans le système CIRDI, vous êtes à l'abri de toutes ces avanies. Et ce qui est très intéressant, c'est, au fond, la logique, c'est presque de dire, bon, eh bien, même pour ceux qui choisiront le CIRDI demain, il conviendra pour l'État membre, d'abord, il n'a pas le droit d'acquitter la sentence, et s'il l'acquitte, il devra la récupérer. Et donc, c'est peut-être un moyen d'ajouter dans la panoplie des instruments de lutte quelque chose qui va aussi compliquer sur le long terme la possibilité d'avoir des arbitrages CIRDI qui soient totalement efficaces, c'est-à-dire un investisseur indemnisé, mais à l'abri de toute demande de récupération de son indemnité. Je n'ai pas tout à fait compris ce que tu viens de dire. L'idée, c'est la suivante, c'est que si on a un arbitrage CIRDI, du fait qu'il n'y a pas de juge d'annulation, il est très à l'abri de tous les développements jurisprudentiels qu'on vient d'évoquer. Oui, mais sauf que si on se place au stade de la sentence et de l'indemnisation, et qu'on dit c'est une aide d'État pour l'État, la Cour récupère un moyen d'action qu'elle n'avait pas hors CIRDI. C'est ce que j'essayais d'expliquer très clairement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est en somme cette jurisprudence, c'est les derniers coups pour fermer le cercueil, en quelque sorte. Oui. Parce qu'effectivement, elle permet en quelque sorte d'étendre, et d'ailleurs cet arrêt a des développements sur l'arrêt Achmea, la solution Achmea est reprise dans cet arrêt, elle permet d'étendre la solution à des sentences arbitrales qui n'étaient pas exposées directement, en tout cas, à la solution Achmea, et qui échappaient également à l'accord interétatique de 2020, comme cette sentence Mikula. Et du reste, juste à titre d'information, le 19 juillet dernier, la Commission a lancé une enquête approfondie pour vérifier la compatibilité au droit des aides d'État d'une sentence arbitrale qui, cette fois-ci, condamnait l'Espagne. Il y a eu beaucoup d'affaires contre l'Espagne sur le fondement de la Charte de l'énergie, notamment. Et là, c'est une sentence ATIM au bénéfice d'un fonds luxembourgeois qui condamne l'Espagne à plus de 100 millions d'euros. Donc il y a une procédure devant la Commission, une enquête lancée par la Commission pour identifier si l'exécution de cette sentence, qui est une sentence de 2018, du 15 juin 2018, si l'exécution de cette sentence est susceptible ou non de constituer une aide d'État. La position de la Commission est sans doute déjà établie, mais enfin, voilà, elle s'engage dans cette voie, donc ça va effectivement, cette jurisprudence Eurofood va avoir pour conséquence d'handicaper considérablement l'exécution des sentences de sentences en matière d'arbitrage d'investissement fondées sur des traités applicables dans les relations intra-européennes. Après, il restera tout de même la possibilité de déporter le siège en dehors de l'Union européenne. Il restera peut-être la possibilité aussi d'exécuter ailleurs. Et d'ailleurs, notamment dans l'affaire Mikula, il y a beaucoup de tentatives d'exécution en dehors de l'Union européenne, aux États-Unis notamment. Et dans cette affaire espagnole, qui est l'affaire Infrastructure Service Luxembourg et Antine contre Espagne, et je crois qu'il y a des tentatives d'exécution en Australie. Donc il restera ces possibilités, mais enfin c'est vrai qu'à l'issue de cette nouvelle jurisprudence, l'arbitrage d'investissement intra-européen se trouve quand même sérieusement mis à part. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire. Je ne sais pas s'il nous reste encore 1 ou 2 minutes, oui. Sur donc les conséquences d'Achmea devant les juridictions françaises. Est-ce que tu veux évoquer cette décision ? Oui, alors très rapidement, c'est une décision du
mois dernier, du 22 avril de 2022, rendu dans une affaire République de Pologne, qui était demandeur à l'annulation d'une sentence obtenue par des sociétés Praha et Slot. Et donc on avait un TBI, un intra-européen, et la question se posait, voilà, je me présente devant le juge de l'annulation, cette fois-ci pour un arbitrage multi, je me présente pour obtenir, au fond, l'application d'ACMEA devant le juge national français. Et alors ce qui est très intéressant, je vais être très bref sur ces développements, mais c'est au fond, on voit une forme d'embarras sur la question de savoir, au fond, quelles sont les conséquences, comment est-ce qu'on qualifie concrètement la solution ACMEA. Si on prend l'affirmation un peu centrale de cet arrêt, l'idée, c'est qu'il y a une contrariété avec le droit européen qui engendre l'incompétence. Mais, il y a une formule très curieuse, c'est la suivante, en admettant donc, le consentement est donné par la Pologne à l'arbitrage, mais ce consentement, je cite le paragraphe 70, ce consentement s'oppose au droit de l'Union sans qu'il y ait lieu de transmettre les questions préjudicielles sollicitées, au demeurant, et de statuer sur la validité de la convention d'arbitrage au regard de la Convention de Vienne sur le droit de traiter, ou de la volonté commune des parties qui sont inopérantes pour la solution des litiges. Or, vous le savez, une des spécificités du droit français de l'arbitrage, c'est que pour apprécier l'existence de la convention d'arbitrage, on regarde la volonté commune des parties, on ne se réfère pas à un droit étatique, ni même au droit de l'Union. Et donc, là, ce qui est assez frappant, c'est que, au fond, la Cour semble utiliser un argument qu'on imaginerait possible, mais du côté de l'ordre public international, c'est-à-dire pas du côté de la compétence à proprement parler, plutôt de l'idée, reposant toujours sur l'idée de dire il y a une contrariété avec les valeurs essentielles qui sont celles de la France en raison de son appartenance à l'Union, mais elle se place sur le terrain de la compétence. Et au fond, sur le terrain de la compétence, c'est une des figures de cette inapplicabilité de la clause d'arbitrage, que ici, au fond, on voit la Cour, elle refuse d'entrer dans la discussion sur la nullité. Est-ce qu'un des éléments de la convention d'arbitrage est nul? C'est contraire au droit de l'Union, ça me suffit. Et dans cette affaire, il y avait évidemment quelque chose d'un peu paradoxal que n'ont pas manqué de souligner les conseils, c'est que finalement, cette idée un peu centrale d'ACMEA, c'est une sorte de renaissance, j'allais dire revival, de la clause Calvo, qui est le fait de dire les litiges entre un État et un investisseur étranger, dans le cadre européen, ils se règlent devant le juge national. Donc la conséquence concrète de cette annulation, c'est retourner devant le juge polonais. Mais vous savez que le juge polonais, au plan européen, il est très sérieusement mis en cause, il y a des procédures en manquement, etc. Donc le Conseil disait, mais vous me renvoyez devant un juge dont vous me dites qu'il n'assure pas effectivement la justice. Alors le juge français était un peu gêné et il dit, bon, c'est pas à moi de me substituer aux institutions de l'Union pour dire si vous avez un recours effectif ou pas. Mais il y a quand même quelque chose qui est un peu singulier dans cette approche, parce que, au fond, le principe de confiance mutuelle, c'est de dire, allez obtenir ce que vous pourriez obtenir par un traité devant un juge national. Et fondamentalement, bon, peut-être c'est un peu le tropisme, disons, du droit international économique, le juge national paraît toujours inapproprié pour un investisseur étranger. Fût-il un investisseur appartenant à un même ensemble, à une intégration régionale, il est un organe de l'État contre lequel vous introduisez une demande. Et donc, au fond, on n'a pas réglé ce problème, et la figure là, de cette affaire, elle illustre encore ces questions-là.